Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Merci de me donner l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous mes réflexions. Réflexions sur le projet de loi 60 en particulier, mais aussi des réflexions plus larges sur la laïcité et l'aménagement de la diversité ethnoculturelle et religieuse au Québec. D'entrée de jeu, j'aimerais vous citer Claude Ryan. D'ailleurs, c'est un homme pour qui Monsieur le ministre dit avoir beaucoup d'estime. Les droits des minorités sont, pour moi, antérieurs à ceux de l'État. Ils le sont tellement dans ma pensée. Aucun groupe majoritaire n'a le droit de s'approprier les rouages de l'État pour imposer sa culture aux autres. La reconnaissance des droits des minorités relève non pas du bon plaisir des États ou de l'intérêt des groupes majoritaires, mais de la justice et de la considération morale fondée sur une certaine conception de l'homme. Que faut-il comprendre de cette citation? D'abord, une première chose, que les rapports entre la majorité et les minorités doivent être traités avec le plus grand soin. Puis que pour limiter ou affaiblir des droits fondamentaux à certains citoyens, l'État doit avoir de motifs sérieux. C'est à mon sens ce qui fait particulièrement défaut à ce projet de loi. Il est non seulement discriminatoire envers certaines minorités, mais aussi et surtout injustifié, puisqu'appuyé sur aucune étude ou donnée probante. La mesure la plus controversée du projet de loi 60 est évidemment l'interdiction de port de signes religieux pour l'ensemble des employés des secteurs publics et parapublics. D'ailleurs, je noterai plus loin que l'essentiel des autres points, des autres dispositions du projet de loi font largement consensus dans la population ainsi que chez les élus. C'est à mon sens une mesure abusive, une mesure mal avisée qui ne répond à aucun besoin réel. En effet, le fait que certains agents de l'État arborent des signes religieux sur une base individuelle ne remet aucunement en cause la neutralité religieuse de nos institutions, leur neutralité à la fois religieuse et aussi décisionnelle. D'ailleurs, je me demande qui pense sérieusement que nous avons actuellement un État religieux au Québec, bien que nous n'ayons pas un projet de loi 60. Je m'oppose par ailleurs à cette mesure, puisqu'elle aura de toute évidence pour effet d'accroître la discrimination à l'endroit de certains groupes minoritaires. À cet égard, il convient de noter que les minorités visibles, et en particulièrement les femmes issues de communautés culturelles, sont malheureusement déjà l'objet de différentes formes de discrimination et largement sous-représentées dans la fonction publique. Ce projet de loi ne ferait vraisemblablement et malheureusement qu'accentuer ce fait. Je pense pour ma part que les institutions de l'État, ainsi que ceux qui les représentent, ce devrait être le reflet le plus fidèle de la société dans laquelle nous vivons, qui est une société pluraliste. À ce sujet, j'abonde d'ailleurs totalement dans le sens des propos de Mme Pauline Marois, qui était alors ministre de l'Éducation, qui affirmait ceci. La crédibilité du discours sur l'ouverture à la diversité ethnoculturelle et religieuse s'appuie en bonne partie sur la visibilité de cette diversité. Donc, le fait d'avoir cette diversité visible au sein même de nos institutions renforce la laïcité, renforce le fait que nos institutions sont ouvertes à tout citoyen de toute allégeance, de toute provenance. Au contraire, en cherchant ainsi à dissimuler la diversité, quel message envoie ce projet de loi à la population, si ce n'est que cette diversité constitue un problème ou un danger? Voilà pourquoi il faut, selon moi, que le gouvernement renonce à l'idée d'interdire le port de signes religieux chez les agents de l'État. C'est là non seulement une question d'ouverture à la diversité, mais aussi et surtout de pleine reconnaissance du droit à la différence, lequel est parfaitement conforme à ce que constitue le véritable sens de la liberté de conscience et de religion que cherche à déployer une société libérale et démocratique comme la nôtre. Dans un autre ordre d'idées, certains laissent entendre que le projet de loi 60 viendrait consacrer ou encadrer davantage le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. D'abord, laissez-moi vous rappeler que cette égalité est déjà protégée 2 fois plus tôt qu'une dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Quant à la prétention de venir en aide aux femmes, je crois qu'il faut avant tout éviter le piège du paternalisme d'État et se souvenir davantage que l'émancipation des femmes passe par leur liberté de choix, et ça inclut évidemment la liberté de porter ou non des signes religieux, ainsi que, et surtout peut-être l'intégration au marché de l'emploi. À cet égard, l'État québécois étant le plus important employeur au Québec, je vois assez mal comment on pense venir en aide aux femmes en leur fermant les portes de nos institutions.
Il s'est par ailleurs dit beaucoup de choses dans les dernières années, dans les dernières semaines, à propos des accommodements raisonnables. Plusieurs, dont M. le ministre lui-même, laissent entendre qu'il n'y aurait pas de balises claires en encadrant ces fameuses demandes d'accommodement. Pourtant, une étude attentive de la jurisprudence permet de constater que ces balises existent bel et bien. Seulement, il est vrai qu'aucun texte de loi au Québec ne fait explicitement mention de ces balises et, par ailleurs, ne définit clairement ce qu'est un accommodement. Pour pallier ce manque et répondre aux besoins des autorités compétentes, je suis d'avis qu'il est utile de procéder à une codification des pratiques actuelles en matière d'accommodement, en plus d'expliciter les critères qui président à l'évaluation d'une demande. Ça pourrait se faire, par exemple, par le biais d'un projet de loi, bien évidemment, ou la rédaction d'un livre blanc. Finalement, en dépit des critiques que j'adresse à ce projet de loi, je tiens à souligner, comme j'en ai fait allusion tantôt, que la plupart de ces dispositions font tout de même largement consensus dans la société québécoise, ainsi que chez les élus. Malheureusement, je déplore l'attitude intransigeante du gouvernement qui s'entête à maintenir la ligne dure, refusant de scinder le projet de loi, alors qu'un consensus est à portée de main. En cherchant bien maladroitement à rassembler les Québécois autour de ce que M. le ministre appelle « nos valeurs », le projet de loi 60 a de toute évidence l'effet contraire, celle de diviser davantage les Québécois. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une société libérale et démocratique comme la nôtre, le vivre ensemble repose moins sur un contenu moral normatif que sur des valeurs communes qui sont en fait des vertus civiques, comme l'attachement au principe du droit, ainsi que la délibération éthique. Je pense d'ailleurs que s'il veut faire œuvre utile, le gouvernement devrait davantage s'efforcer de mettre en place des mesures qui favorisent le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle. Plus spécifiquement, le gouvernement devrait travailler à l'édification d'une politique québécoise de l'interculturalisme qui serait notre modèle d'intégration et d'aménagement de la diversité ethno-culturelle et religieuse au Québec. Merci. Merci, M. Lévesque, pour votre réflexion. Il y a quand même 3 parties sur 4 qui disent c'est raisonnable d'interdire le port de signes religieux pour certains agents de l'État ou l'ensemble des agents de l'État au nom de la neutralité religieuse qui vise à faire quoi? Qui vise à protéger la liberté de conscience et la liberté de religion pour tous. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout respect pour votre position, vous avez une vision que je respecte totalement, et ça, je le dis depuis le début, moi. Moi, je dis, il y a différentes visions de la laïcité. Et celle que vous portez, elle est tout à fait légitime. Est-ce que vous reconnaissez que celle que nous portons est tout à fait légitime aussi? Bien, évidemment, je ne dirais pas qu'elle est illégitime, et je reconnais qu'il y a plusieurs modèles de laïcité. Mais avant de penser le modèle de laïcité, il faut d'abord le penser aussi en fonction de l'historique qu'il construit. Et je crois percevoir dans votre projet de loi, Monsieur le ministre, qu'il se construit beaucoup sur un modèle qu'on pourrait appeler à la française. Et une problématique qui se trouve avec ce modèle-là, c'est qu'il semble d'abord ne pas produire des résultats tout à fait souhaitables. Et par ailleurs, il m'apparaît pas tout à fait en phase avec la tradition juridique qu'on a au Québec et avec par ailleurs même, et certains en ont fait allusion, avec l'héritage de notre Révolution tranquille. Donc pour cette raison-là, je vois pas de raison qui nous pousse à aborder un type de laïcité qui viendrait là s'étendre jusqu'aux individus. La laïcité qui s'incarne à travers les choix institutionnels, les normes institutionnelles, donc ne vise pas les personnes qui le représentent. Donc, un peu comme j'en ai fait allusion tantôt, je pense qu'on peut tous s'entendre que même en l'absence d'une loi encore qui aurait été adoptée sur ce sujet précis, il y a personne qui pense sérieusement qu'au Québec, on a un État qui est religieux. Donc, de par les droits protégés dans la Charte québécoise des droits et libertés, liberté de conscience, liberté de religion, qui sont déjà très bien défendus. Donc, il se trouve que on est à l'abri des décisions qui seraient jugées arbitraires. Est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour l'interdiction du port des signes religieux pour les agents contraignants, donc les policiers, les juges et les gardiens de prison? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Pour ma part, je vois pas la nécessité d'étendre la neutralité chez les agents de l'État. Et quand je dis agents de l'État, j'inclus tous les agents de l'État. Donc, si on prend le cas... Aucune interdiction pour vous? Aucune interdiction. Aucune interdiction, sauf évidemment les motifs qui seraient liés à la sécurité ou à l'identification. Donc, par exemple, si on pense
au visage découvert, qui est évidemment, ou encore une fois, une mesure qui fait largement consensus. Mais si on prend le cas des juges, prenons le cas des juges par exemple, donc d'abord, il est peut-être problématique en vertu de la séparation des pouvoirs, que ce soit les législateurs qui indiquent à la magistrature comment elle doit gérer, disons, l'accoutrement. Mais par ailleurs, il y a rien qui rationnellement, si j'ose dire, nous dit que un juge qui, et d'ailleurs, si je peux me permettre la parenthèse, il y en a pas de juge, donc c'est un cas hautement hypothétique. Mais si par ailleurs il devait y avoir un juge qui porte un signe religieux, la kippa par exemple, il y a rien qui nous indique, il y a aucune indication rationnelle qui nous dit que cette personne-là ne peut pas effectuer les tâches qui lui incombent de manière impartiale, de façon tout à fait professionnelle. Si ce n'est ici, à mon sens, on ne distingue mal la neutralité, la vraie, et de l'apparence de neutralité. Comment vous réagissez quand vous entendez des témoignages comme celui qu'on a eu tout à l'heure, juste avant vous, où on parle d'un cas réel, là, le cas d'une femme musulmane qui a vu dans le voile porté par une stagiaire qui travaillait donc dans le secteur de la santé le message d'un interdit. Alors, elle se présente, elle consulte pour sa santé, on lui pose la question sur son régime alimentaire, notamment sur sa consommation d'alcool. Elle n'a pas de problème d'alcool, là, elle prend un verre une fois de temps en temps, mais voyant le voile et l'interdit qui accompagne l'interdit qu'incarne le voile à ses yeux, elle décide tout simplement de ne pas répondre à la question qu'on lui pose sur sa consommation d'alcool, parce qu'elle a peur de se faire juger, dans le fond. Êtes-vous d'accord, même si vous jugez que l'interdiction n'est pas légitime, même pas pour des policiers ou des juges, est-ce que vous êtes d'accord, à tout le moins, que le signe religieux envoie un message religieux et que ce message religieux puisse nuire à la relation de confiance entre le citoyen et le représentant de l'État? Est-ce que vous reconnaissez au moins la légitimité de ce que cette femme a ressenti quand elle a vu ce voile-là, à ce moment-là? Est-ce que vous reconnaissez la légitimité de ce qu'elle a ressenti? Oui, effectivement, je peux pas nier la légitimité d'un sentiment de malaise qui peut être ressenti par une personne si elle est exposée à la vision de signes religieux. Ça se trouve qu'à mon sens, le malaise que certaines personnes peuvent ressentir n'est pas un motif suffisant pour réduire les droits fondamentaux. Donc, dans une société libérale et démocratique comme la nôtre, on doit s'attendre à être confronté dans un contexte comme dans un autre, parfois à des choses qui peuvent nous heurter, que ce soit la conviction politique ou religieuse des autres. Ça peut nous heurter, mais ça fait partie des règles du jeu, si j'ose dire. Donc, à cet égard-là, de la même façon, pour prendre un exemple, si un homme musulman faisait affaire avec l'État, puis devait être mal à l'aise devant une femme qui portait une jupe trop courte selon ses critères, on se trouverait certainement à répondre à cet inconfort en disant que la personne doit s'adapter à la situation, doit s'adapter puisque ça fait partie de nos valeurs d'ouverture et d'inclusion. Mais pourquoi faut-il que ce soit le citoyen qui s'ajuste à l'État? Il me semble que c'est l'État qui est au service du citoyen, pas le citoyen au service de l'État. Et donc, moi, à partir du moment où le citoyen se sent atteint dans ses droits, son droit à la santé notamment, pourquoi est-ce qu'on devrait accepter qu'un citoyen ou qu'une citoyenne soit atteinte comme ça dans quelque chose de fondamental, c'est-à-dire son intégrité physique, sa santé? Pourquoi on devrait accepter ça comme société? Que l'État puisse faire ça à un de ses citoyens? Il me semble que la moindre des choses, c'est que l'État dise, écoutez, dans une situation comme celle-là, ma responsabilité comme État, c'est d'être neutre et pendant les heures de travail, de respecter la liberté de conscience de mes concitoyens et donc de ne pas chercher à imposer de quelque façon que ce soit, même si c'est seulement dans la perception, de ne pas imposer de quelque façon que ce soit quelques préceptes religieux ou convictions religieuses que ce soit. Pourquoi c'est déraisonnable, ça?
Parce que d'abord, la dame, si on parle d'une dame, par exemple, qui porte le hijab, elle aussi est une citoyenne qui Oui, mais elle travaille pour l'État. Elle a des responsabilités. Oui, mais sa responsabilité première est de faire son travail de manière professionnelle et de manière impartiale, ce qui n'a pas été démontré que le port de signes religieux l'en empêcherait d'effectuer ses tâches avec professionnalisme. Donc, sinon, si on va plus loin dans la réflexion, ça se trouve que effectivement, il peut y avoir cet inconfort, mais il faut d'abord chercher à conforter les gens devant cet inconfort-là. Et je pense que, comme j'en ai fait allusion dans ma présentation, si le gouvernement, si on veut, légitimise un petit peu cet inconfort-là et l'érige en droit, le droit de ne pas être exposé à des signes religieux parce que le signe religieux pourrait me mettre dans l'inconfort, c'est une façon de réduire la liberté de conscience de certaines personnes qui est attachée à une religion en particulier ou à une façon en particulier d'exprimer leur religion, qui vient intrinsèquement avec le port de signes religieux dans certains cas. Donc, c'est aussi la liberté de conscience. Et la liberté dont vous faites indirectement allusion, qui serait celle de ne pas être exposé à des signes religieux, c'est un droit que je ne reconnais pas, qui n'existe pas dans nos principes de droit. Donc, c'est pour ça que je vois pas la légitimité d'aller jusque-là pour répondre à ce que serait un inconfort que, par ailleurs, je reconnais comme étant légitime. Moi-même, que ce soit pour un motif ou pour un autre, je pourrais être inconforté par des signes religieux. C'est pas vraiment le cas, là, mais ça pourrait très bien être le cas, mais je devrais apprendre à composer avec cette difficulté-là. Ça fait partie du vivre ensemble là, dans une société pluraliste. Donc, si je suis votre logique, à ce moment-là, vous seriez favorable pour qu'il n'y ait plus de neutralité politique dans la fonction publique? La neutralité politique, les signes politiques, appelons-les comme ça, sont pas de même nature. Ça appelle pas un droit de même nature que ceux qui sont de nature religieuse, puisque les convictions religieuses ne sont pas de même nature que les convictions politique. En vertu de quelle logique? Par exemple, est-ce qu'il existe vraiment une personne qui se sent dans l'obligation morale de porter un signe, une épinglette, par exemple, du Parti québécois ou du Parti libéral ou de quelconque autre, donc, et qui, si elle se devait ne pas pouvoir porter cette épinglette, ce signe politique, en toutes circonstances, à tout moment, se trouverait à avoir le sentiment de manquer à ses obligations morales ou d'être fautive, donc en regard de quelque chose là, de fondamental pour elle. Aussi importantes puissent être les convictions politiques, je le reconnais, là, mais je ne crois pas qu'elles soient de même nature parce que les questions de nature religieuse touchent à des grandes questions qui sont celles des finalités de l'existence. Donc, quelles sont les finalités de l'existence en regard de ce qu'est une vie bien menée, de ce qu'est les croyances métaphysiques, pour prendre ces exemples-là. Donc, chose qui ne touche pas du tout au domaine politique, là. Donc, c'est ce qui fait, à mon sens, la distinction importante entre les deux et que l'analogie, aussi crédible puisse-t-elle paraître, là, elle tient pas vraiment l'analyse. À partir du moment où tu travailles pour tes concitoyens, vous pensez pas que tu as des responsabilités supplémentaires à titre de représentant d'une institution publique? Pensez pas que c'est normal que l'on dise à quelqu'un, tu travailles pour tes concitoyens et pendant tes heures de travail, on te demande de garder pour toi ta conviction religieuse de la même façon qu'on te demande de garder ta conviction politique si tu es fonctionnaire. En quoi est-ce déraisonnable? En quoi est-ce une grande atteinte à la liberté ou aux droits d'autrui? Le problème que je vois dans ce raisonnement, c'est il semble envoyer le message que les signes d'appartenance religieuse sont un obstacle intrinsèque à la bonne relation que peut entretenir un citoyen avec l'État. Alors qu'à mon sens, la laïcité de l'État, elle s'incarne dans les décisions de l'État, elle s'incarne dans les normes institutionnelles. Donc, du moment où on sait que les décisions, les choix des institutions sont basés non pas sur des préceptes religieux ou sur des motifs particuliers et qu'elles sont basées sur l'intérêt général, l'intérêt de tous les citoyens, alors je vois absolument pas en quoi que le fait que sur une base toujours évidemment individuelle, certains agents de l'État arborent des signes religieux, vient faire en sorte
que ces personnes sont moins aptes à effectuer leur travail de manière professionnelle, de manière consciencieuse, et que par ailleurs, il se trouverait à y avoir une sorte de blocage entre le citoyen et les institutions. Donc, outre évidemment le fait qu'il peut y avoir le fameux inconfort dont on a fait allusion tantôt, mais à mon sens, cet inconfort n'est pas un motif suffisant pour limiter ou affaiblir des droits fondamentaux. C'est plus qu'un inconfort, M. Lévesque, là. Dans certains cas, c'est un inconfort, mais dans d'autres cas, ça peut être carrément une condamnation, un rejet, une souffrance vécue par la personne. Tu te fais rejeter de ta famille à cause de ton orientation sexuelle. Et la raison pour laquelle tu es rejeté, c'est essentiellement sur une base religieuse. Tu te retrouves un peu tout seul dans le système de santé, tu veux consulter, tu as besoin d'aide, et tu te retrouves face à une personne qui porte le signe religieux de la religion qui t'a exclu, condamné pour ton orientation sexuelle. C'est pas juste un inconfort, ce monsieur Lévesque. C'est carrément une atteinte au droit du citoyen d'obtenir un service public sans être jugé ou condamné pour son orientation sexuelle. En fait, c'est une atteinte au droit protégé c'est une atteinte au droit de ne pas subir de discrimination à cause de ton orientation sexuelle. C'est pas juste un malaise. Un enfant qui est influençable et fragile et vulnérable par définition, qui se retrouve dans une classe pendant toute une année scolaire avec un enseignant ou une éducatrice qui porte un signe religieux, je m'excuse, mais je pense que ça peut avoir un impact sur le développement de l'enfant. Je pense que ça peut avoir un impact sur sa conception, par exemple, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi, madame, vous êtes obligée de porter un voile, puis est-ce que votre mari, est-ce qu'il est obligé d'en porter un? Monsieur le ministre, c'est le temps qui était imparti pour le premier bloc. Alors, je me dirige du côté de l'opposition officielle en cédant la parole au député de La Fontaine. Merci beaucoup, pour 18 minutes, monsieur le député, à peu près. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour, monsieur Lévesque. Merci pour votre temps, d'avoir rédigé le mémoire et de répondre à nos questions. Vous êtes professeur de cégep au cégep de Jonquière et on a tous lu avec grand intérêt votre mémoire. Je prends le dernier exemple qui je vous dis, on va y aller lentement, là. Mais on va calmement. Et calmement, mais on va voir que l'argument du ministre ne tient pas la route. Il nous a dit, et les gens à la maison en sont témoins, regardez bien ça, il nous a dit, c'est pas juste un malaise. Un jeune homosexuel entre dans le bureau d'un médecin et le médecin aurait la croix catholique. Ce n'est pas juste, c'est la première fois que je l'entends dire ça, ce n'est plus juste un malaise. Il y a une évolution chez le ministre. Il y aurait là, de facto, jeune homosexuel vu du médecin avec la croix catholique, de facto, il y aurait, pas juste un malaise, évolution, il y aurait discrimination en vertu de la Charte québécoise. Or, la Charte québécoise s'applique au domaine public et au domaine privé. Jeune homosexuel dans la rue voit la croix catholique. Je ne peux pas plus facilement discriminer lorsque je suis employé de l'État que quand je suis un simple citoyen dans le domaine privé. On poursuit la logique. Jeune homosexuel voit une personne arriver, un homme avec la croix catholique. Il y aurait discrimination à la seule vue de cette croix parce que la Charte s'applique aux deux relations. Le médecin dans son bureau, le médecin dans la rue qui marche vers lui. Et dans les deux cas, pas juste un malaise, dans les deux cas, la vue de la croix égale discrimination. Donc, il y aurait discrimination, pouvez-vous imaginer, de voir une personne s'avancer vers lui avec la croix. Et j'invite le ministre à aller relire la Charte québécoise des droits et libertés, qui évidemment nous protège tous, qui s'applique à l'État et à la sphère privée. C'est là une distinction importante avec la Charte canadienne. Alors, j'aimerais vous entendre sur cette logique qui vient de faire dérailler le train du ministre et qui ne tient pas la route. La vue d'un signe serait porteuse de discrimination, pas juste un malaise. Wow! J'aimerais vous entendre là-dessus, M. Lévesque. Bien, en fait, un peu dans la lignée de ce que j'ai déjà dit, ce qui est problématique dans ce message, c'est qu'il envoie vraiment là, il infère cette idée que les signes religieux
sont porteurs d'une signification qui serait univoque. Et ça, c'est très problématique, puisque si on prend l'exemple du hijab, il y a effectivement une pluralité de raisons qui peuvent amener certaines femmes à porter le hijab. On va pas essayer de nier ici le fait qu'il puisse y avoir une minorité de ces femmes-là qui le portent sous une certaine contrainte. Mais par ailleurs, le projet de loi 60 ne répond en aucune façon à ce que pourrait être la détresse de certaines femmes qui vivent une forme d'oppression ou une autre. Donc, il est très problématique de penser que le signe religieux et sa simple présence, qu'elle soit chez un agent de l'État, mais à ce propos-là, on pourrait aussi étendre la logique en disant qu'effectivement, une jeune femme catholique qui, pour des raisons liées à une forme d'intégrisme dans sa famille, subirait un tort et pourrait ressentir un malaise ou encore là un inconfort, non seulement devant une infirmière ou un médecin qui arbore un signe religieux, mais peut-être même par ailleurs, si on étendait cette logique-là, que je ne partage évidemment pas, d'aller même entrer dans une hôpital qui porte le nom d'hôpital Notre-Dame, ou par ailleurs une hôpital qui elle-même a des signes religieux apparents sur son enceinte, puisqu'il y a encore des hôpitaux ou des écoles au Québec qui ont des croix affichées à l'entrée. Ils portent des noms. Donc, en soi, je vois absolument pas en quoi ça pose problème, bien évidemment. Et par ailleurs, que ces signes religieux se retrouvent à être affichés, si j'ose dire, sur l'enceinte des hôpitaux ou qui se retrouvent aussi donc à être affiché ostensiblement, si on veut, chez un agent de l'État, ben ça se trouve être la même logique, qui à mon sens n'est pas un motif suffisant pour légitimer la limitation de la liberté de conscience et de religion de la personne qui porte le signe religieux, qui elle a des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes de porter ce signe-là, et des raisons qui peuvent être très variées aussi. Alors, on aura l'occasion de laisser évidemment au gouvernement de préciser ce nouveau fondement. La vue égale discrimination. J'aimerais vous entendre sur un concept que vous étayez à l'intérieur de votre mémoire. Vous parlez d'une part de la laïcité qui participe en elle-même de la diversité. Autrement dit, on pourrait le dire autrement, que la liberté de conscience et de religion est la sœur de la neutralité religieuse. Les deux ne sont pas en conflit, mais participent d'une même approche où l'on célèbre la diversité, on la condamne pas, et faire en sorte que, et on peut faire référence à Thomas Jefferson, je sais que le gouvernement a tenté par deux de ses ministres d'essayer de réconcilier les écrits de Thomas Jefferson avec le projet de loi 60, qui tenait pas du tout la route. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus, que dans un contexte, vous parlez aussi de laïcité ouverte, où la liberté de religion et de conscience n'est pas en contradiction avec la neutralité religieuse. Pour paraphraser Thomas Jefferson, justement, l'État n'a pas de religion, mais l'État ne viendra pas tenter de diminuer ou d'intervenir ou de faire en sorte de mettre des bâtons dans les roues dans les individus, les personnes qui, eux, dans leur pure liberté, dans l'exercice de la liberté, peuvent, comme l'abbé Raymond Gravel, et je le cite, « Moi, je porte ma croix et je n'impose pas ma religion en personne. » L'État, même si elle est neutre, doit respecter Raymond Gravel et ne doit pas le discriminer en embauche ou dans l'emploi. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui. La laïcité qui vient avec le principe de neutralité religieuse et décisionnelle de l'État, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle cherche à ne pas ni favoriser, ni par ailleurs défavoriser le fait que des gens ont une religion ou par ailleurs qui n'en ont pas. Par ailleurs, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit, comme j'en ai fait allusion déjà, éviter de fonder ses choix, de fonder les normes institutionnelles sur une conception particulière du bien ou du monde, que ce soit une conception par ailleurs qui pourrait être religieuse ou encore une conception séculière du monde. Donc, une fois que l'État remplit ces obligations-là, remplit ces obligations-là par le biais et non pas
de ses représentants qui, eux, sont des individus qui, par ailleurs, sont porteurs de des convictions, sont porteurs aussi de droits et libertés qui ne sont pas suspendus. Hein. Lorsqu'on est agent de l'État, même si on est à l'emploi de l'État, nos droits et libertés les plus fondamentales ne sont pas, par ailleurs, suspendus pour autant. Donc, incluant ceux de vivre sa foi, de vivre sa religion conformément à sa conviction de conscience. Donc, cette neutralité-là, elle doit s'incarner dans les décisions. Elle doit s'incarner dans ce qui est le fondement de l'État, c'est-à-dire nos règles de droit. Elle doit s'incarner dans la législature. Elle ne doit pas s'incarner dans les... Elle n'a pas, en fait, à s'incarner dans ce qu'est, dans le fond, les individus qui représentent l'État, qui, eux, par ailleurs, peuvent toujours effectuer leur travail de la manière la plus neutre et la plus professionnelle qui soit, n'eut égard à leurs croyances. Vous avez soulevé, j'en ai fait un d'entrée de jeu, un changement de cap. Celui-là, il était très récent, ça faisait quelques minutes. Un autre changement de cap auquel vous avez fait référence, c'est l'actuel premier ministre, alors en 1998, ministre de l'Éducation, qui disait la diversité, je paraphrase la citation que vous avez faite, la diversité, il faut la célébrer, et la diversité, faut prendre évidemment conscience qu'elle est visible, cette diversité-là. Et elle doit être visible. Et l'on ne doit pas, comme société d'accueil, tenter de la neutraliser, cette diversité qui doit être visible. Vous faites, dans votre mémoire, vous faites référence au choix, et je vous paraphrase, le choix de la confiance. Quand on a confiance, évidemment, et faire en sorte d'avoir une approche qui célèbre cette diversité-là et qui permet de s'exprimer. Vous dites, je vous cite, « Les institutions de l'État, ainsi que ceux qui le représentent, se devraient d'être le reflet le plus fidèle possible de la société dans laquelle nous vivons. » J'aimerais vous entendre élaborer sur cet important concept qui, jadis, semblait aller de soi avec la première ministre, mais qui, aujourd'hui, l'inscrit aux antipodes de ce raisonnement-là. Le pluralisme, donc la diversité ethnoculturelle, la diversité religieuse, elle est un fait, pratiquement, on pourrait dire, indépassable d'une société libérale et démocratique. On doit apprendre à composer avec cette diversité, donc sous toutes ses facettes. Et moi, je suis de ceux qui croient que, à cet égard-là, l'État a un rôle à jouer qui est un rôle exemplaire. C'est-à-dire que du moment où on sent que l'État ferme la porte à cette diversité, elle tend à vouloir la mettre en retrait, la cacher, ça envoie, à mon sens, un drôle de message, un message même qui j'allais pratiquement dire, un message qui est dangereux, en ce sens où il envoie le message que la diversité, elle est porteuse en soi d'une certaine problématique, alors qu'effectivement, je ne veux pas nier des fois qu'il peut y avoir ce que j'appellerais certains irritants liés à la diversité, mais on doit apprendre à composer avec ces irritants et par ailleurs même apprendre à les atténuer. Et ce n'est pas en cachant la diversité, ce n'est pas en la mettant en retrait qu'on va apprendre à, justement, calmer ces irritants, comme je le disais. Donc, il faut vraiment faire en sorte, et c'est l'État qui a un rôle exemplaire à jouer à ce titre-là, d'envoyer un message clair que la diversité au Québec, on l'accueille, et on l'accueille dans toutes ses facettes, et qu'à ce moment-là, on est capable d'apprendre à vivre ensemble. Si on n'est jamais exposé à cette diversité-là, si on n'est jamais confronté à cette diversité-là, effectivement, il est plus difficile de penser qu'on va apprendre à composer avec. Donc, c'est là un des gros problèmes. Et l'État, vraiment, j'y insiste, a un rôle exemplaire à jouer. L'État, c'est le plus grand employeur au Québec, par ailleurs, aussi. Ça, faut pas le nier, là. Et il a, je dirais, là, un certain rôle là, que je qualifierais moral là, à jouer dans la promotion de cette diversité. Là, je cède la parole à la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Alors, bonjour, Monsieur l'évêque. Merci pour votre participation aujourd'hui. Je vais, à partir de cette discussion qu'on vient d'avoir, je tiens à rappeler d'ailleurs que notre gouvernement, on a adopté une politique de lutte contre l'homophobie avec un plan d'action. Et on parlait souvent dans ce contexte-là de gens qui avaient des malaises partout dans la société. Et l'approche de cette politique et de ce plan d'action, c'est l'éducation. Et d'ailleurs, lorsqu'on a posé la question hier à des intervenants, c'était les résidents, des médecins, donc en résidence. On a parlé aussi avec une commission scolaire. On parlait de ce malaise qu'évoquait le ministre par rapport à la diversité et l'interprétation que la personne pouvait avoir. Leur réponse à ça, c'était qu'il y en a un qui a dit c'est des préjugés, en fait.
Et l'autre, c'est que les deux ont dit c'est de l'éducation. Alors, je veux vous amener donc sur votre première recommandation, parce que je trouve ça vraiment intéressant, on en a parlé très peu, c'est une politique québécoise de l'interculturalisme. Certains, il y a quelques semaines, ont fait une confusion peut-être entre multiculturalisme et interculturalisme, surtout le mouvement laïque québécois qui semblait ne pas particulièrement intéressé par l'interculturalisme, alors que moi, je trouve que c'est une politique intéressante. J'aimerais vous entendre là-dessus pour justement favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Il est important que les règles du jeu soient claires, évidemment. Et ça, il y a un consensus autour de cette idée-là. C'est-à-dire que les personnes immigrantes, elles doivent avoir les informations suffisantes et aussi les outils. Et c'est là l'importance là, de se doter de ces outils-là, de donner la chance, de tendre la main aux nouveaux arrivants. Donc, on les choisit, ces gens-là, on les choisit et on les accueille. Et à ce moment-là, il est important d'avoir une politique qui reflète le Québec aussi et donc qui va nous permettre de les accueillir et de les accompagner dans leur processus d'intégration. Qu'est-ce que c'est les valeurs québécoises plus spécifiquement, qui sont par ailleurs pour beaucoup des valeurs universelles, mais par ailleurs la langue française donc qui doit être valorisée bien évidemment et doit être la langue d'intégration, la langue par laquelle passe l'intégration des nouveaux arrivants. Donc c'est vraiment important de noter l'importance de cet enjeu-là aussi, qui est souvent laissé de côté. Par ailleurs, et j'y ai fait allusion tantôt, l'intégration économique des nouveaux arrivants. Donc, c'est une problématique qu'il faut noter. Donc, il est très difficile pour beaucoup de nouveaux arrivants de se trouver un emploi, parfois même des immigrants qui sont par ailleurs diplômés, des gens qui sont qualifiés. Mais donc, ça, c'est des problématiques réelles, c'est des besoins réels auxquels le gouvernement devrait s'attaquer plutôt que s'attaquer aux signes religieux qui en soi justement ne sont pas porteurs d'aucune problématique fondamentale là, en ce moment au Québec, mais par ailleurs il y a des milliers d'hommes et des milliers de femmes issus de l'immigration, issus des communautés culturelles au Québec qui n'arrivent pas à se trouver un emploi, qui n'arrivent pas à se retrouver tout à fait dans le Québec faute de moyens, faute de politiques qui vont les accompagner dans leur processus. Évidemment, ces gens-là, ils veulent s'intégrer au Québec. Ils sont pas venus ici, sont pas venus ici pour se vivre en retrait. Donc, il faut absolument faire en sorte de les accueillir. Et donc, c'est cette notion-là d'intégration, et particulièrement l'intégration économique, qui devrait faire l'objet d'un soin particulier de la part de nos gouvernements, peu importe quel parti qui sera au pouvoir. Alors, merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole au député de Blainville pour le même temps, 4 minutes et 30 secondes, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'évêque, de nous avoir fourni votre mémoire. Monsieur l'évêque, je vais exprimer quelques commentaires, puis après ça, je vous amènerai, si j'ai le temps, un peu sur une question. Vous savez, j'entends bien ce que vous dites, et ma compréhension, vous arrivez sur une approche très, je veux dire, juridique, des droits fondamentaux, et j'ai un petit peu de mal à concevoir que quand il y a des gens qui viennent ici, puis là, il y en a eu plusieurs là, qui sont venus ici, nous exprimer leur opinion, mais quand les gens prennent des risques à venir ici, quand les gens se disent intimidés, quand les gens viennent nous dire carrément qu'ils ont été... Tantôt, le ministre parlait d'un malaise, là, mais on a même, juste avant vous, 2 hommes qui sont venus nous dire que même eux autres aussi se sentaient jugés. Qu'une autre personne vient nous dire moi, j'ai pas osé dire ce que je ressentais, et que je vous entende nous dire ben écoutez, c'est pas si grave que ça, là. On peut pas faire une loi pour ces gens-là. Moi, je vois cette loi-là beaucoup plus sur un plan aussi humain, sur un plan où ce que les gens vivent. Et je comprends pas vraiment votre point de vue de dire on doit simplement demeurer sur le plan juridique et alors que ce qu'on vit tous les jours, ce que les gens ressentent, c'est ça que cette politique-là veut adresser. Et j'aimerais peut-être que vous m'expliquiez davantage pourquoi ce facteur-là, qui est plus un facteur humain, je vais l'appeler comme ça, vous n'en tenez pas compte. En tout cas, selon ma compréhension. Un facteur humain important que je reconnais aussi, c'est la détresse de beaucoup de personnes en ce moment qui ont peur de perdre leur emploi. Et ça, on n'en parle pas suffisamment, à mon sens. Ça prend des motifs sérieux pour dire qu'on va possiblement
faire perdre leur emploi à des gens, des femmes, des hommes qui par ailleurs font très bien leur travail à ce jour et pour lesquels on ne reconnaît pas, ou en tout cas on n'a aucune étude à notre disposition pour pouvoir en juger de manière tout à fait éclairée, qu'il y aurait, outre quelques cas qu'on sort de notre chapeau, là, vraiment des problèmes, là, un problème quasiment que je qualifierais d'endémique, là. Donc à ce moment-là, il faut y avoir vraiment des motifs importants là pour aller faire en sorte d'aller de l'avant avec un projet qui, de toute évidence, fera perdre son emploi à des gens, à des hommes et des femmes qui, par ailleurs, ne veulent que travailler, ne veulent que gagner leur vie, ne veulent qu'être des Québécois de bons citoyens qui paient leurs impôts comme vous et moi. Moi, à mon sens, sans des motifs suffisants, sans des études, des données probantes, à l'absence de ces données-là, pour moi, chaque emploi, ne serait-ce qu'un seul emploi qui sera perdu au Québec en raison de ce projet, en raison de cette loi-là, si elle devait être adoptée, sera un emploi de trop de perdu, puisqu'il n'y a pas, à mon sens, de motif suffisant. Il n'y a pas la démonstration de son importance. Et inversement, certaines personnes ont, pour quelque raison que ce soit, le sentiment fondamental qu'ils doivent avoir le symbole religieux qui les accompagne dans leur vie. Donc, on peut être personnellement d'accord ou non avec ça. On peut ne pas comprendre tout à fait aussi cette réalité-là pour ne pas nécessairement la vivre par ailleurs personnellement, mais ça m'apparaît quelque chose que on doit reconnaître en vertu de la liberté de conscience et de religion. Donc, certaines personnes pour qui le port d'un signe religieux n'est pas un choix. N'est pas un choix en regard de leur conviction de conscience, j'insiste. Donc, je ne dis pas que c'est par ailleurs parce que c'est des gens Monsieur Lévesque, malheureusement, ceci met fin à ce bloc d'échange.